Bonsoir à toutes et à tous. 830 000 €. Anne, 53 ans, originaire du Var, décoratrice d'intérieur, a versé de son plein gré plus de 800 000 € à un faux Brad Pitt, victime d'un arnaqueur. La victime est aujourd'hui en dépression et souffre presque autant des tombereaux de moqueries et parfois d'insultes à son endroit. Question, comment une personne sensée peut-elle ainsi se faire escroquer de plus de 800 000 € par une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, si ce n'est sur Internet? Quelles sont les techniques redoutables de ces escrocs du web? Pourquoi sommes-nous tous susceptibles de nous faire avoir? Et quels sont les signes qui doivent nous alerter? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Brad Pitt et les arnaqueurs du web ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société. Vous avez notamment enquêté sur ces escroqueries en ligne en rencontrant des auteurs et des victimes d'arnaques. Jérôme Notin, vous êtes directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. C'est la plateforme d'assistance et des préventions du risque du numérique. Sophie Peters, psychanalyste, psychothérapeute, vous répondez au courrier des lecteurs dans le magazine Version Femina. Vous nous apporterez votre regard sur cette affaire. Je rappelle votre livre, Du plaisir d'être soi, qui est publié en poche aux éditions J'ai lu. Et Maître Emma Leotti, vous êtes avocate au barreau de Paris, vous intervenez dans plusieurs dossiers d'arnaque, vous nous raconterez. Merci de participer à cette émission en direct. Brad Pitt, il faut le savoir, a réagi à cette affaire par la voix de son porte-parole. Alors je cite son porte-parole. C'est affreux que des escrocs profitent du lien fort des fans avec les célébrités. Et le porte-parole de Brad Pitt qui précise en plus qu'il n'a pas de réseau social. Enfin, il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, Brad Pitt. En tous les cas, cette histoire a une résonance jusqu'aux États-Unis, notamment sur CNN. Je vous propose de voir la façon dont les médias américains parlent de cette affaire d'une Française qui s'est fait escroquer de 830 000 €. On regarde. Brad Pitt et sa romance avec une femme en France. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Maintenant, dans vos écrans, les fausses images générées par intelligence artificielle de Brad Pitt qui ont entraîné une vraie femme dans une fausse relation amoureuse. Elle a laissé plus de 850 000 $ dans cette incroyable arnaque. Si vous pensez avoir déjà entendu ce genre d'histoire, accrochez-vous. On est sur un autre niveau. Soyez prêts. Sophie Peters, ce qui frappe, c'est le ton amusé des commentateurs, comme si le sous-titre de toute cette affaire, c'était « Quelle idiote quand même ». Ouais, c'est bien dommage, parce que ça dit à quel point on méconnaît la psychologie humaine. Ça dit qu'on ne connaît vraiment rien en psychologie, parce que ça peut malheureusement nous arriver à tous et à toutes, même ici présents. Alors elle le dit, Anne, elle dit « Je suis une femme sensée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombée dans le piège ». Pardon, mais tout le monde se dit « Non, moi jamais, j'aurais gobé surtout ces images qui sont mal faites, générées par intelligence artificielle de Brad Pitt, là ». Oui, ce que ça raconte, c'est l'état émotionnel en fait de la personne dans laquelle elle est au moment où elle commence à se connecter, à être sur un réseau, et qu'est-ce qu'elle en attend en fait. Donc on dit que l'espoir fait vivre, mais voilà, sans doute elle a une espérance, elle a quelque chose qui la tient, donc il y a un idéal déjà qui la tient, et il suffit qu'elle soit dans cet idéal en même temps qu'elle est dans un état émotionnel douloureux, difficile. Alors on sait plus ou moins que voilà qu'elle était en instance ou dans un contexte de divorce. Alors on banalise le divorce, mais c'est quand même un tsunami émotionnel et personnel et sentimentale, donc extrêmement difficile à vivre. Et donc, il y a cet état émotionnel qui a pu l'entraîner. Il y a la somme aussi qui fait qu'on n'a pas de compassion parce qu'on se dit, mais mon Dieu, elle est très riche, 830 000 €. On a du mal à s'identifier à une personne capable de donner ainsi plus de 800 000 €. C'est possible que c'est joué, mais ce qui a le plus joué pour elle, en tout cas, qu'elle soit tombée dedans, c'est son contexte de vie, en fait. Parce que le problème de ces réseaux et de ces images, c'est que ça ne contextualise pas. Donc, elle a pas d'informations, même si c'est des images trafiquées, elle est dans sa bulle en fait. Donc elle a tellement envie d'y croire qu'il y a quelque chose qui marche à cet endroit-là. Et c'est très difficile après parce qu'elle est tombée sous emprise. Et c'est ça aussi qu'on ne dit pas sur la psychologie humaine, c'est que l'emprise psychologique, c'est des sables mouvants. C'est-à-dire qu'elle l'a raconté d'ailleurs, elle s'est agitée, elle a essayé de se défendre, elle a essayé, et plus on s'agite, comme un sable mouvant, plus on est pris dedans. Audrey Goutard, la difficulté, c'est que nous, on a résumé cette affaire en 10 secondes.
C'est une affaire qui a duré 2 ans. 2 ans, et c'est la puissance de ces escrocs, en fait. C'est qu'ils prennent le temps. En fait, on a une image un peu d'Épinal de l'escroc, c'est-à-dire un coup malin, vite fait, et l'escroc vous secoue pour obtenir le gain qu'il souhaite. En fait, non. Ce sont des escrocs qui prennent le temps, qui montent des scénarios, qui, en fait, ont une capacité à se mettre à votre place, à vous renvoyer ce que vous souhaitez qu'on vous renvoie. Cette femme qui était très seule, qui était à la recherche visiblement d'un amour idéal, qui avait peut-être un ego un peu surdimensionné ou sous-dimensionné, en tout cas qui pensait qu'elle pouvait séduire un Brad Pitt, eh bien c'est cela, ces escrocs sentent cela et puis ils prennent leur temps. Je vous rappelle que dans cette affaire qui a donc duré 2 ans, il y a une première partie où c'est la fausse mère de Brad Pitt qui prend contact avec cette femme, qui lui dit il faut absolument que vous rencontriez mon fils, vous êtes une femme faite pour mon fils. Ensuite, le faux Brad Pitt rentre en scène. Après, il y a de longues discussions, il lui envoie des poèmes, et c'est ce qu'elle raconte. Elle dit qu'elle était absolument émue par ces poèmes, on ne lui avait jamais écrit de poèmes. Ensuite, mais il ne lui demande jamais d'argent pendant près d'1 an. Elle divorce. Et c'est à ce moment-là qu'elle obtient la somme qui lui permettra, qu'elle versera ensuite à l'escroc. Donc il attend. C'est l'argent du divorce. Il la pousse en fait à la séparation. Il la pousse à s'isoler de son entourage. Et là, on est exactement dans cette emprise. C'est-à-dire que les gens qui sont pris dans cet étau-là sont seuls, isolés. Ils ne racontent pas tout. Elle ne raconte pas tout à sa fille. Elle tente vainement de s'en sortir, mais elle est toujours happée à nouveau par l'escroc. Et tout cela sur un temps tellement long que comment peut-elle imaginer que des gens vont se consacrer à elle pendant aussi longtemps juste pour l'arnaquer ? Ça ne peut être qu'une histoire d'amour, ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être une arnaque, en tout cas dans son esprit. Oui, alors sans compter qu'en plus, ils utilisent des éléments de connaissance et des éléments psychologiques sur l'aspect émotionnel qui font qu'elle est empêchée presque de remettre en cause par un biais cognitif ou des biais de confirmation, qui sont des biais qu'on connaît en psychologie, et qu'elle va s'enferrer. Et même s'il y a une part d'elle qui sent qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, émotionnellement, sa raison ne fonctionne plus, en fait, parce que l'état émotionnel est parti trop loin. Mais c'est vous qui me disiez, mettons que cette femme, elle était dans le Var, elle va dans un bar, et elle se fait accoster par quelqu'un qui lui dit « Je suis la mère de Brad Pitt, faisons connaissance ». Elle n'y croirait pas. Non, ça ne marcherait pas. Pourquoi ? Parce que c'est contextuel. Parce que l'être humain a 5 sens pour voir, sentir, ressentir. Et donc, si là, on est dans un contexte, et c'est contextualisé, donc je peux dire si je suis en danger ou ce qui va m'arriver. Vous avez raison, dans le bar, ça ne fonctionnerait pas. Un faux Brad Pitt qui vient vous voir dans un bar, la fausse mère de Brad Pitt, ça ne marcherait pas. C'est que le numérique décontextualise nos ressentis, et donc on ne sent pas. Donc on a tous nos capteurs qui font notre humanité, qui sont complètement oblitérés par le numérique. Voilà pourquoi c'est dangereux et voilà pourquoi on plonge. Jérôme Notin, votre regard sur cette affaire. Alors j'imagine que les arnaques sentimentales, vous devez en voir passer sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour faire un peu de publicité. .gouv.fr, je vais me permettre de faire un peu de publicité tout à l'heure pour un autre site complémentaire de cybermalveillance.gouv.fr, un site officiel et public. Oui, moi je ne peux évidemment pas m'exprimer en particulier sur une affaire. Vous l'avez dit, nous sommes le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. On traite aujourd'hui plus de 50 menaces. Ça fait partie des menaces que nous traitons au quotidien depuis plusieurs années, depuis que nous existons. Non, mais ces arnaques sentimentales, elles augmentent. Est-ce que le web est un outil idéal pour réaliser des arnaques sentimentales ? Au quotidien, nous avons plus de 100 personnes, 100 à 150 personnes qui viennent consulter l'article qui concerne cette menace, cette arnaque. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement soit des gens qui, grâce à leur entourage, mais on sait que les escrocs vont tout faire pour essayer justement d'enfermer les victimes et qu'elles n'échangent pas avec leur entourage. Donc, soit c'est une levée de doute. On essaye, comme dans une secte, de la couper de son entourage, qui pourrait lui dire « mais tu es en train de te faire avoir par un escroc ». L'entourage est plus éclairé, il a un petit peu plus de recul, il peut avoir un peu plus de réflexion en se disant « pourquoi Brad Pitt va tomber amoureux de ma mère, de ma sœur, de ma tante ?» Voilà, donc plus de 100 personnes qui viennent consulter. Donc, soit c'est parce qu'elles veulent une information sur le sujet. On ne vient pas consulter nos pages de contenu quand on prend le café le matin. On va plutôt regarder des vidéos. Soit parce qu'elles sont victimes. Et cette affaire, elle est médiatisée, mais il faut savoir que les escrocs, leur objectif, c'est de prendre le maximum d'argent à la victime.
on a des gens beaucoup plus modestes qui se sont vus voler la totalité du travail d'une vie, d'un labeur de leur vie. Donc c'est des montants qui sont... Par des arnaques sentimentales? Par des arnaques sentimentales, tout à fait, ouais. On a eu un cas... alors nous, on n'est pas en contact direct avec les victimes, on échange beaucoup avec les services d'enquête et les services du ministère de l'Intérieur, mais on a un cas au moins d'une personne qui a hypothéqué sa maison pour justement donner de l'argent à la personne qui était amoureuse. Et puis il y a un cas qui a été un petit peu médiatisé en début d'année dernière. Il y a un homme qui a tué sa compagne parce qu'il était amoureux depuis Internet, à travers Internet, avec une femme qu'il n'avait bien évidemment jamais vue. On peut tomber amoureux par le biais d'Internet, c'est tout par le biais des réseaux sociaux. C'est ça. Oui. Mais l'amour, il n'y a pas un moment où il faut quand même de la chair, il faut sentir, non? On se raconte une histoire. En fait, ça marche sur la légende, sur à quoi on a envie de croire, encore une fois. Donc après, on se rencontrera, mais il paraît que Brad Pitt, mais aussi George Clooney, Patrick Bruel, David Hallyday sont des personnes mises en avant pour faire ces techniques d'usurpation. Et l'arnaque commence quand, justement, la victime va donner de l'argent à l'escroc pour la faire venir à sa rencontre dans son pays. Oui. Alors c'est une demande d'aide. Très souvent, c'est une détresse. En fait, c'est une personne en détresse qui contacte une autre en détresse. Donc finalement, c'est celle qui est la plus en détresse qui va venir sauver celle qui dit être en détresse. Il y a un côté miroir. Oui, quand j'ai longtemps été sur Europe 1 à la Libre Antenne, dans la nuit, c'était une émission qui répondait aux auditeurs la nuit et qui était souvent en détresse. On avait des cas semblables où les personnes appelaient et elles me disaient « Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai reçu tel message, il m'arrive tel événement, je suis très amoureuse, est-ce que je saute dans un avion pour le retrouver? Il me propose ceci ou il me propose cela ?» Et il y avait des cas réguliers où, et heureusement que la personne, et c'est souvent, il faut le dire, ce sont des femmes. Un sursaut de... Et elle m'appelait en fait. Et chance parce que ça veut dire que ce sont souvent des femmes. J'allais dire, enfin, d'un certain entre 40 et près de 70 quelquefois, qu'elles sont isolées, qu'elles sont seules chez elles et qu'elles sont dans ce rapport à l'écran et qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de croire encore et encore, comme nous tous d'ailleurs, à la belle histoire d'amour. Qui n'a pas envie d'y croire? Et ça peut commencer avec un SMS qu'on reçoit et qui dit « Comment vas-tu ?» Oui. Bah oui, tiens, on m'écrit, c'est super. Quelqu'un pense à moi. Ça commence aussi à travers la publication d'informations sur les réseaux sociaux. Maître Emma Leotti, donc, vous avez des victimes qui viennent vous voir. Dans quel état arrivent-elles quand elles frappent à la porte d'un avocat ? Elles sont complètement désarmées, elles sont démunies, elles se sont faites flouer financièrement, moralement. Elles, parce que ce sont principalement des femmes. Elles ou ils, parce que moi, à mon cabinet, je reçois tant des cadres, des retraités, des hommes, des femmes, des personnes qui sont totalement démunies, qui ont cru en l'amour, qui ont cru investir et donner de l'argent pour le faire fructifier et qui en réalité se retrouvent ruinés. La plupart des victimes sont soit des personnes âgées, soit des personnes qui ont besoin de sous et qui se disent je vais faire un investissement pour le faire fructifier et qui se retrouvent sans rien. Moi, mes clients, ils ont fait des emprunts, ils ont été collectés auprès de leurs proches de l'argent et ils espèrent avoir un retour sur investissement. Et c'est là où c'est dramatique, parce qu'ils se retrouvent avec plus rien, ils n'ont pas trouvé l'amour et ils se trouvent ruinés. Ouais, d'ailleurs, je cherchais la phrase, mais c'est le cas de Anne, qui dit avoir tout perdu. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. La double peine, Audrey Goutard, et on a c'est qu'elle est en ce moment, cette malheureuse victime, en dépression à l'hôpital. On se demande si maintenant elle ne souffre pas plus du tombereau de moqueries. Moqueries plus qu'un d'insultes. Et d'insultes, oui, de moqueries dont elle est victime, en plus des 800 000 euros. Oui, effectivement. Et peut-être de l'image d'ailleurs que cette histoire renvoie d'elle-même. Oui, effectivement. Alors d'ailleurs, on peut se demander pourquoi avoir témoigné à visage découvert. C'est-à-dire que quand je l'ai entendu, je me suis interrogée en me disant cette femme donc a été humiliée par des escrocs de façon épouvantable qui ont profité de sa détresse affective et là elle témoigne. Peut-être, en plus, c'est d'autant plus la double peine que je suis sûre que lorsqu'elle témoigne, c'est en pensant pouvoir éviter à d'autres la même mésaventure, mais en même temps, c'est aussi témoigner, raconter à ce point une histoire où elle
elle ne se met pas en valeur elle-même. Vous comprenez bien que je ne dis pas qu'elle s'humilie, mais enfin, elle raconte quelque chose que personne n'aurait envie de vivre. Et donc tout le monde se dit, moi, je ne tomberai pas dans le panneau. En plus, donc elle s'expose de nouveau. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce que son avocat a pensé en lui conseillant de témoigner, s'il lui a conseillé de témoigner? Voilà, c'est-à-dire que toute cette affaire-là est surprenante. Et effectivement, il y a une prise en charge des victimes en général qui n'est pas obligatoirement aussi bien faite que chez vous certainement, parce qu'on ne comprend pas la fragilité de ces victimes qui sont fragiles. Et c'est pour ça qu'elles sont repérées par ces escrocs, qui sont fragiles. C'est pour ça qu'elles s'effondrent encore plus lorsqu'on se moque effectivement de son histoire et qu'elle n'arrive même plus à s'en sortir. Elle se noie en fait dans cette affaire. Et donc, parce qu'on ne peut pas reprocher aux gens de se moquer d'une histoire aussi abracadabrantesque, mais en même temps, elle n'est pas entourée. Une fois de plus, on a l'impression qu'elle n'est pas assez bien entourée, en tout cas médicalement, puisque on sait qu'elle a fait de nouveau une tentative de suicide, ce qui est absolument dramatique. Sophie Petters, donc la honte, l'image que ça vous renvoie de vous-même, maintenant qu'elle a du recul, c'est la pire des émotions, la honte. La honte, c'est la pire des émotions. Ça peut être une arme contre soi, d'où la tentative de suicide, en fait. Parce que je ne peux plus me voir, je ne peux plus être cette personne à qui c'est arrivé. En fait, c'est à ça qu'on l'a renvoyé. On est tous des miroirs les uns pour les autres. Donc, en fait, l'absence d'empathie qu'il y a eu sur son histoire et qu'elle a essayé, en fait, parce que quand vous dites, qu'il y a une incompréhension sur le fait qu'elle puisse se montrer, en fait, elle refait une tentative pour se restaurer. C'est une énième tentative de restauration d'elle-même. Et ça se comprend sur le mode de la psychologie. En fait, toute cette histoire... En même temps, j'ai presque envie de dire, heureusement qu'on en parle, parce que ça met en lumière ce que c'est que la psychologie humaine, qui est vraiment très méconnue. Aujourd'hui, pour une grippe, on sait tout à fait appeler son généraliste, mais quand on ne va pas bien, qu'on est pris dans des difficultés psychologiques qui sont émotionnelles, qui touchent des blessures, où on est là, la dépression, la santé mentale, c'est mort. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui t'arrive? Première cause nationale avait dit Barnier, il n'est pas resté longtemps malheureusement, mais enfin, ça peut rester une cause nationale quand même. Je vais reprendre juste une phrase qu'on a bien entendu ces derniers temps lors d'un procès, c'est faire changer la honte de camp. La personne qui devrait avoir honte, c'est effectivement celui qui a à commettre l'arnaqueur. Oui. C'est lui qu'on devrait désigner à la vindicte et donc effectivement ne pas se moquer de cette femme qui, elle, est réellement la victime. Alors, vous avez donc peut-être découvert cette expression cette semaine, ce qui se cache derrière l'arnaque au faux Brad Pitt. On appelle ça les brouteurs. Ce sont des escrocs en ligne, souvent basés à l'étranger, spécialisés dans les arnaques sentimentales. Comment opèrent ces arnaqueurs? Comment réagir lorsque l'on est victime? Élément de réponse avec ce reportage de Théo Manval et Ariane Morisson. Un faux Brad Pitt, de vrais escrocs et une arnaque à 830 000 €. L'affaire a fait la une cette semaine, chez nous et à l'étranger. Au départ, Anne, 53 ans, qui débarque sur les réseaux sociaux. Elle est approchée par des malfrats, se faisant passer pour la mère de Brad Pitt, mais aussi son médecin, puis l'acteur lui-même, prétendument amoureux et en soudaine détresse financière après son divorce. Pour la convaincre de verser de l'argent pendant 16 mois, les escrocs fabriquent de fausses photos et vidéos de l'acteur grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui raillée sur les réseaux sociaux pour sa prétendue crédulité, Anna a pris la parole dans une vidéo ces derniers jours. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent. Je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Des arnaques aux sentiments, pas rares du tout en France. 3300 plaintes ont été déposées en 2023. C'est 5% de l'ensemble des plaintes pour cyberarnaque. Et les préjudices à 6 chiffres sont fréquents. Le record enregistré, 915 000 €. Alors qui sont ces escrocs, baptisés les brouteurs? La pratique vient essentiellement d'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, où de jeunes hommes ciblent des femmes de pays plus riches.
La plupart des brouteurs, je pense par exemple à Abidjan, sont basés dans des quartiers populaires et défavorisés comme Yopougon, Adjamé ou encore Koumassi. Effectivement, il s'agit de jeunes entre 16 jusqu'à 40, 50 qui n'ont pas forcément de possibilité de trouver d'autres emplois, d'autres boulots. Pour comprendre comment ils opèrent, nous avons rencontré Victor Besset, enseignant en nouvelles technologies et chasseur de brouteurs. Il est parvenu à prendre la main à distance sur certains de leurs ordinateurs à Abidjan. Alors là, ce que vous voyez, c'est donc un brouteur qui est dans un cybercafé, qui est en train de créer un compte donc, sur Instagram. La technique est toujours la même. L'arnaqueur se rend sur des pages internet très fréquentées, celles de chanteurs célèbres par exemple, et écrit ensuite massivement aux internautes qui la fréquentent. On est sur une personne qui se fait passer pour Patrick Fiori, il faut savoir que c'est le chanteur corse qui est ultra usurpé, qui fait parmi les personnes les plus usurpées. Et la personne a dû lui dire « je vous adore, je vous admire » ou je sais pas quoi. Et il a dit « je suis là pour toute question que vous désirez me poser. Et si cela ne vous gêne pas, me parle plus de vous pour une complicité infinité, pour faciliter la rencontre. » Des textes préécrits, parfois truffés de fautes. Ces phases d'approche peuvent durer plusieurs jours. Ils peuvent simplement, au début, faire connaissance et au bout de, je sais pas, une semaine, 2 semaines, dire « je crois que je commence à avoir des sentiments pour toi parce que j'ai jamais ressenti ça de ma vie ». Une personne qui est isolée, qui est veuve ou veuf, d'un coup, ça illumine encore plus que quelqu'un s'intéresse à elle et encore plus tombe amoureux. Et ils vont aller pousser pour espérer qu'il y a un moment où la demande d'argent ne paraisse pas incongrue et qu'ils n'aient pas fait tous ces efforts pour rien. Face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement a lancé une plateforme pour recueillir les plaintes en ligne, Thésée. Ces enquêteurs travaillent en coopération avec les polices d'autres pays. Leur conseil ? De garder au maximum de preuves numériques pour pouvoir donner aux policiers tous les éléments de preuve. Ça a déjà été le cas, et notamment pour certains préjudices assez importants, que des auteurs soient retrouvés, notamment en Afrique de l'Ouest. Être abordé en ligne par une célébrité ou un inconnu doit alerter. Et même si des discussions virtuelles durent depuis des mois, quand une demande d'argent devient soudainement pressante, mieux vaut fuir. Question téléspectateur, Patrick dans le Var, Jérôme Notin. Quelles sont les cibles privilégiées de ces arnaqueurs ? Plutôt les personnes un petit peu seules, qui vont assez facilement échanger. Ce sont des gens qui vont, par exemple, passer beaucoup de temps sur des réseaux sociaux. Alors peut-être des réseaux sociaux un peu moins utilisés par les jeunes, où ils vont commencer par les appâter. C'est-à-dire qu'ils vont publier des photos générées par intelligence artificielle. Ça peut être une petite dame toute guillerette devant un gâteau d'anniversaire 105 ans. Donc voilà, on joue sur... Pour voir comme c'est bien fait, là... il y a la région Bretagne qui, pour faire la promotion de la région, a créé une ambassadrice par intelligence artificielle qui est appelée Anne Cardi. Donc vous voyez, il y a AI. Alors on va voir sa photo, voilà. Franchement, ça donne envie d'aller en Bretagne. Enfin là, on voit à peine. Et elle a un podcast. Vous, Axel. Elle parle. Oui, mais j'allais dire vous, Axel. Non, mais c'est de mieux en mieux fait. C'est de mieux en mieux fait. C'est extrêmement bien fait. Vous ne pouvez pas voir que cette image est faite par intelligence artificielle. Après, c'est aussi un outil qui permet une créativité folle qui va attirer justement l'œil de la personne qui ensuite va être ciblée. Si par exemple, vous prenez une famille à la campagne, vous avez un arc-en-ciel, les enfants qui jouent avec l'arc-en-ciel, il y a des yeux magnifiques, ça va être une photo qui va attirer sur la beauté et ça va faire de l'engagement sur les réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle d'engagement. Troisième exemple, vous avez un champ de tulipes avec des couleurs différentes et vous avez les tulipes blanches qui écrivent la lettre love. Ça, techniquement, enfin, dans la vraie vie, ça ne se fait pas, mais l'intelligence artificielle le permet. Et donc voilà, ce sont des photos qui ont un caractère un petit peu particulier, qui vont solliciter sur certaines personnes un engagement. Et ça, c'est la première étape qui va faire qu'elle va publier, elle va aimer le post, elle va publier un commentaire, oh, c'est magnifique, ah, la grand-mère, elle a l'air super gentille. Et c'est ça qui va faire qu'ensuite, elle va être contactée par les escrocs et ils vont rentrer en échange et après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, demander de l'argent. Qui sont-ils ces escrocs et comment travaillent-ils, Audrey Goutard ? On a une idée. Alors en l'occurrence pour Anne, on a ciblé, ça serait au Nigeria.
donc pays anglophone, mais de toute façon ça collait parfaitement puisque Brad Pitt, tout ça se faisait en anglais. Absolument, et le Nigeria, en fait, c'est de l'Afrique de l'Ouest, hein, on sait depuis plusieurs années. Côte d'Ivoire dans le sujet. Côte d'Ivoire, Nigeria, ce sont des pays qui ont des... Alors on appelle ça des usines, hein, pratiquement, des labos où effectivement vous avez des dizaines de jeunes hommes ou femmes qui travaillent sur les ordinateurs. Ils sont super bons en informatique parce que là on voit par exemple l'image de Brad Pitt à l'hôpital. Tout le monde se moque un peu en disant franchement l'image elle est toute pourrie. En fait, d'ici 1 an ou 2, ça sera pas la photo de la jolie dame que l'on voyait là pour la Bretagne. Ça sera des vidéos avec un Brad Pitt qui se déplace, qui discute avec la personne et on y verra. Imiter la voix de Brad Pitt. On peut imiter la voix de Brad Pitt. On n'y verra que du feu. Hein. Donc c'est-à-dire que ce type d'arnaques vont exploser dans les années à venir parce que les laboratoires qui travaillent sur ces arnaques-là et ces jeunes donc ivoiriens, etc., qui bossent dessus, savent extrêmement bien manier l'informatique. Ils savent aussi extrêmement bien, et ça c'est le propre de tous les escrocs que j'ai pu rencontrer, et comme je vous le disais, toucher pile poil les faiblesses, les fragilités, les sentir, rebondir, prendre le temps. Ils se relaient les uns les autres. C'est des usines qui marchent à H24. Plusieurs sur une même cible. Voilà, exactement. Et on se demande comment des gens peuvent se faire avoir. Mais en fait, faut savoir qu'ils en tentent 10 000. Et avec l'intelligence artificielle, ça va être extrêmement facile de cibler ceux qui auront liké telle photo, etc. Ils en tentent des centaines. Et sur une centaine, eh ben, vous en avez toujours une proie qui va répondre et qui va être harponnée par l'escroc. Donc, vous voyez, et donc, comme on se dit, mais ils ont le temps, mais comment prennent-ils le temps d'ailleurs avant d'avoir un gain? Mais en fait, c'est parce qu'ils en ont harponné tellement que tous les dossiers se suivent et fonctionnent sur plusieurs années, et il y a des gains qui tombent régulièrement. Ils ont même des mules financières. Ce sont des jeunes qui acceptent de prêter leur compte en banque pour que l'argent circule, parce qu'il faut ensuite le blanchir. L'argent circule sur des comptes qui sont des comptes propres, et ainsi, effectivement, ils font marcher un vrai business, de vraies multinationales de l'arnaque. Sophie Peterse, est-ce qu'on peut imaginer même qu'à un moment, bercé par cette magnifique romance, plus ou moins imaginaire, on accepte de payer pour se mentir, et on se ment à soi-même. On sait bien qu'on a des doutes, mais on a des doutes, mais on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Et donc on va faire le petit chèque pour que ça continue. Oui. Ou le petit virement plutôt en l'occurrence. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Et si ça marchait vraiment? Et si c'était vraiment vrai? Donc il y a toujours ce doute, ce qui fait que c'est réel et irréel. Et ça, c'est, on va dire, c'est le mirage. Tape la tête. Mais l'entourage, quelquefois, n'est pas là du tout. Là, on ne sait pas l'histoire d'Anne, mais peut-être qu'elle était seule chez elle, que ses enfants sont grands, quittaient le foyer, qu'elle passait soirée seule, qu'elle appelle une copine de temps en temps. On ne sait pas ça, en fait, on ne connaît pas. Justement, la difficulté aujourd'hui, on avait fait, je me souviens, de la solitude, une grande cause nationale, c'était, je ne sais plus, je crois, en 2017 ou 2018. Et les réseaux sociaux sont là pour faire des rencontres. Absolument. Donc en fait, c'est la place publique, c'est le seul endroit. C'est intéressant, tout à l'heure, vous parliez du bar. Justement, il vaudrait mieux qu'on aille au bar à côté pour vraiment se voir et prendre un café ou un verre ensemble que d'essayer de se connecter. Et quand on se connecte, on n'a plus le temps de descendre de chez soi. Et puis voilà, on est là devant son écran, on parle à plein de personnes. L'autre élément que je voulais ajouter sur les arnaqueurs et les braqueurs 2.0, on va dire, c'est qu'ils ont plus d'informations sur vous qu'en ont vos proches. Et en fait, il faut savoir qu'il suffit de regarder, d'analyser, quand on est un peu hacker, d'analyser la façon dont on surfe, qu'est-ce qu'on regarde sur Instagram, qu'est-ce qu'on cherche sur Google, etc. Rien que Google, on sait tout de vous, on sait ce qui vous intéresse, on a plein d'infos. Donc eux s'infiltrent et ils sont bien plus doués en psychologie humaine que la plupart d'entre nous. Jérôme Notin, ce que vous me disiez, une bonne arnaque, c'est confiance. Et au moment d'essorer le pigeon, urgence. Alors, urgence et puis prise de temps quand même derrière. C'est-à-dire qu'ils y vont crescendo. Donne-moi 2000 € pour le billet d'avion. Ah bah finalement, j'ai pas pu venir parce que mon papa, ma maman est à l'hôpital. Je suis dans un pays où il n'y a pas de couverture sociale. Aide-moi financièrement pour que je puisse faire soigner mon papa, ma maman. Et donc là, la personne qui a déjà donné une première fois va donner une seconde fois, une troisième fois. Et on se retrouve avec des montants, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à parfois tout le patrimoine qui a été créé pendant sa carrière. Maître Emma Léoty, question d'Alain dans le Val-de-Marne. Que fait la police dans les pays depuis lesquels les brouteurs opèrent? Malheureusement,
pas grand-chose. La coopération entre les États, elle est très difficile. Il y a aussi un gros phénomène dans les pays asiatiques, ça s'appelle du pig butchering. C'est en fait des escrocs qui sont même des mules parfois. Ils sont dans des établissements, des immeubles, et à la chaîne, ils vont vous écrire en continu toute la journée, sans cesse. Et il y a la barrière de la langue quand même, donc c'est en anglais. Ou en français. Ils maîtrisent parfaitement les codes. Ils vont s'adapter. Ils vont tout connaître. C'est du profilage. Ils vont vraiment regarder vos hobbies. Ils vont regarder tout ce que vous adorez. Ils vont tout connaître sur votre vie. Et là, vous allez tomber dans le piège. Et c'est pour ça que je dirais même que Anne, en réalité, c'est une guerrière. Parce qu'elle a eu la force et le courage aujourd'hui d'aller dire « j'ai été escroquée de 600 000 euros ». Moi, j'ai des clientes qui prennent la parole dans les médias, qui ont été escroquées de façon groupée de plus de 210 000 euros. Il y a des émissions, notamment sur la radio, sur RTL, Julien Courbet, où les victimes viennent défendre et viennent dénoncer en fait ces faits. Et c'est grâce aux médias, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos émissions que les victimes peuvent prendre la parole et peuvent empêcher nos concitoyens d'être victimes à leur tour. Parce que beaucoup ont honte et ne disent rien ou ne font rien. Exactement, ils ne disent rien, ils ne font rien. Et en fait, si on ne bloque pas, en fait, il y a un vrai problème de coopération entre les États. Il y a un vrai problème aussi de législation au niveau bancaire, et on y reviendra très probablement tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est que les États échangent entre eux des informations. Le problème, c'est que c'est impossible de déterminer qui est derrière, et ce sont des réseaux à démanteler. Et ça, c'est une vraie problématique. Et donc c'est pour ça que les victimes, lorsqu'elles se font escroquer, qu'elles sont en France, elles vont déposer plainte. On connaît, et c'est pas jeter la pierre à la justice, mais on sait très bien que la justice est très lente. Et donc il va falloir attendre, déposer une plainte, attendre que le procureur se saisisse. Ou alors là, il y a un avis de classement sans suite, saisir le juge d'instruction. Et ça prend des années. Et ça, c'est la double peine pour les victimes. Audrey Goutard. La meilleure parade aussi, c'est la banque. C'est-à-dire que là, par exemple, notre victime à 840 000 euros, elle se fera rembourser parce que la banque n'a pas été assez regardante sur la façon dont l'argent avait été transféré. Parce qu'évidemment, il part vers le Nigeria, cet argent. Donc, il y avait des relais, etc. Mais néanmoins, c'était à la banque aussi de faire son travail. Et donc, il faut aussi que les banques, et les banques ont les moyens, lorsqu'ils sentent qu'un monsieur retraité balance 40 000 euros en Asie ou sur un compte qui est inhabituel, c'est aux banques aussi d'avoir ce regard. Et c'est aux victimes de se retourner contre leur banque. Il ne faut pas hésiter une seconde, je pense que l'avocate me confirmera cela, mais ne faut pas hésiter une seconde à porter plainte et ne pas se contenter de ce que fera la justice ou pas, mais aussi, vraiment c'est un conseil que je donne aux victimes de ce type d'escroquerie, quelle que soit la somme, retournez-vous contre votre banque parce que votre banque n'a pas fait son travail. Mais maître Emma Leotti, la banque peut dire, écoutez, vous êtes adulte et vacciné, si vous décidez d'utiliser votre argent comme bon vous semble, vous en avez le droit. Déjà, point très important, toute opération non autorisée doit être remboursée dans un délai de 13 mois. Vous devez demander... Enfin là, elle était autorisée. Alors, c'est bien tout le sujet. Il y a une évolution de la jurisprudence. La Cour de cassation a rendu un arrêt en octobre, arrêt rendu, et l'avocat c'était Maître Novakovic, mon confrère. En l'occurrence, cet arrêt est essentiel parce que la notion de consentement, le fait d'être appelé par un téléconseiller qui se prétend être votre conseiller bancaire... Alors ça, c'est... Alors c'est le sujet, c'est le sujet suivant. Mais le fait d'être alpagué par un escroc, d'être mis en confiance au téléphone, en ligne, le fait que tout se fasse dans la rapidité, ça engage la responsabilité des banques qui doivent vous rembourser si elles ne surveillent pas vos comptes. Il ne faut pas oublier qu'une banque a une obligation de vigilance sur vos comptes. Le montant, le volume, la volumétrie, le fait que les virements partent à l'étranger, hors UE, tout ça, il y a une construction jurisprudentielle des magistrats qui tentent à engager la responsabilité des banques qui doivent rembourser des sommes qui ont été prélevées sur vos comptes parce qu'elles auraient dû vous alerter. Et j'en terminerai par le fait que les banques devraient faire signer ce qu'on appelle une décharge de responsabilité. Dès lors, par exemple, on sait que les virements instantanés, c'est maximum 15 000 euros. Il faudrait amoindrir les montants des plafonds et il faudrait impérativement que pour des virements de 40 000, 50 000 euros, les consommateurs français aillent au guichet, parce que c'est tout l'objectif des guichetiers, et que les banquiers fassent automatiquement signer des décharges de responsabilité. Et là, on n'aurait pas de problème, parce que le consommateur signerait en connaissance de cause. Sophie Peter, ça ferait réfléchir, au fond, de devoir aller au guichet, on se dirait... Absolument.
T'es bien sûr? C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire qu'on a nos deux cerveaux. Hein. Il y a ce cerveau émotionnel, on va dire. On en a un peu plus, mais bon, bref. Le cerveau émotionnel et la raison. Qu'est-ce qui se passe? Ça débranche l'émotion. Le temps d'aller à la banque et de marcher, hop, hop, hop. Notre corps se met en mouvement. On se retrouve fatigué qui vous dit alors vous êtes sûr? En tout cas, tout d'un coup, une conversation s'engage. Pour peu qu'on s'entende bien avec son banquier ou qu'il y ait une relation. Ah, bah j'envoie à... Voilà. Ah, j'ai un amoureux au Nigeria. Ah bon, vous avez un amoureux? Bah, vous savez que j'ai écouté C'est dans l'air et qu'il y a des arnaques. J'en sais rien, mais tout d'un coup, quelque chose se lie et quelque chose du lien humain. Et tout d'un coup, elle me dit oui, peut-être que je vais un peu attendre. Il n'y a pas d'urgence. Justement, la notion d'urgence et la notion de détresse était très intéressante quand vous avez souligné qu'effectivement, le levier qui marche, c'est au secours, je suis en détresse, et qui vient chercher, alors il se trouve souvent des femmes d'arnaque sentimentale, parce qu'il y a cet aspect d'empathie, je vais faire une bonne action. C'est pour ça que vous disiez, mais comment on peut envoyer de l'argent? Mais il y a ce sentiment de la bonne action. Non seulement il y a l'histoire sentimentale, mais on aide quelqu'un qu'on aime bien, qui nous aime bien, qui nous le rend bien sur le plan du raisonnement, et en plus on a ce sentiment qu'en fait on est quelqu'un de bien, parce que notre argent finalement va servir quelqu'un de plus démuni que soi, et c'est un démuni qui parle à un autre démuni. Et ça crée du lien. Donc c'est que du positif, tout ce que vous me racontez. Ben non, malheureusement. Mais non. Derrière, il y a une arnaque, il y a un abus. Mais pour la personne, oui. Ouais. C'est un biais cognitif, du coup. Et un dernier point, ce qui nous interpelle à chaque fois dans ce type d'arnaque, c'est comment peut-on faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas, et alors que comment cette femme qui a sollicité être la mère de Brad Pitt, on a l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Oui, et surtout cette femme, pourquoi n'a-t-elle pas au moins fait un FaceTime? Vous savez, cette façon de se regarder, de se parler au travers de l'écran, est-ce qu'elle n'a pas voulu parler au téléphone, etc. Et on se dit, mais comment ces victimes peuvent se contenter de discussions comme ça, par écrit, etc., et non pas de voir au moins, même via un écran, la personne à laquelle il s'adresse, la belle russe, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont souvent des gens, on l'a dit, en détresse, et que le filtre, le fait de ne pas devoir soi-même s'exposer dans un dialogue, etc., ça les rassure. En fait, ils font en sorte eux-mêmes, ils se mettent une barrière, même inconsciente, pour ne pas être... Moi, je me souviens avoir interviewé des femmes, notamment victimes, qui disaient que finalement, elles adoraient cet échange épistolaire, qu'elles ne voulaient surtout pas finalement à la réflexion. Non, parce qu'elles avaient peur de leur physique et imaginaient que je lui plaise pas. Imaginer que ça ne marche pas, ou que je ne sache pas quoi dire, enfin voilà. Donc l'échange, justement, sans se voir, fait partie de l'escroquerie, mais arrange la victime. Juste, j'aimerais revenir sur le dépôt de plainte. Il est fondamental de déposer plainte, et on peut déposer plainte sur ce cas en particulier sans voir un policier ou un gendarme. Ça a été évoqué dans le... Oui, sur le site, j'y suis allé d'ailleurs. Sur Thésée. Et effectivement, le champ infractionnel couvert par Thésée, il est très peu large. Par contre... Exactement, sur ce type d'arnaque. Et c'est important de savoir que derrière, vous avez des policiers et des gendarmes qui vont faire du renseignement criminel et qui vont rapprocher les éléments techniques, les pseudos, les IBAN éventuellement pour les virements. Donc tout élément apporté par la victime lors du dépôt de plainte va être analysé, recoupé, et va permettre, quand les policiers et les gendarmes considèrent qu'il y a suffisamment que c'est des gros poissons en fesses, pour le dire un peu directement, là il va y avoir des enquêtes. Donc le dépôt de plainte est citoyen aussi pour que les pouvoirs publics... Pour pouvoir attraper les malfrats. Exactement, identifier les auteurs. Alors il n'y a pas que les faux Brad Pitt dont il faut se méfier, il y a également les faux conseillers bancaires. Vous en parliez tout à l'heure. Les malfaiteurs qui tentent de se faire passer pour des agents de votre propre banque sont de plus en plus ingénieux. Et vous allez le voir dans ce reportage de Juliette Vallon et Romain Besnénou, les banques refusent très souvent de rembourser les sommes dérobées. Ils ne s'en sont toujours pas remis. Le 5 octobre dernier, ce couple de retraités a été victime d'une arnaque au faux coursier. Ça, c'est le dossier que nous avons commencé à préparer, où on a réuni toutes les pièces. C'est un samedi soir. Clélia et Lucien reçoivent l'appel d'un homme se présentant comme le conseiller antifraude de leur banque. L'individu connaît leurs identités, leur numéro de compte et même le nom de leur conseillère à la Société Générale. Il leur explique qu'ils sont en train d'être piratés et qu'il faut agir sur le champ. Il a tellement été convaincant, il nous a mis en confiance. Il nous a dit qu'il fallait absolument déposer les cartes à la Société Générale, à la centrale. Mais qu'il pouvait nous dépanner et nous envoyer un coursier.
Et il m'a dit, dans 10 minutes, il est là. Et en effet, dans 10 minutes, il était là. J'avais le peur de perdre cet argent. Donc en fait, vous vous dites, si je ne donne pas mes cartes, j'ai perdu. 4 400 € envolés. Et depuis le soir de l'escroquerie, le parcours du combattant pour se faire rembourser par leur banque. La Société Générale refuse de nous rembourser avec le prétexte qu'il y a eu de la négligence de notre part. Au moins, moi, je ne me considère pas d'avoir commis une négligence, parce que ce monsieur avait toute l'information. Il l'avait déjà. Je n'ai pas eu besoin de lui donner quoi que ce soit. J'ai suivi ses instructions. L'arnaque aux conseillers bancaires ou aux coursiers par usurpation d'identité porte un nom, le spoofing. Un phénomène qui a explosé en France ces dernières années et qui touche tous les âges, toutes les catégories sociales. Selon la Banque de France, ces fraudes au scénario bien rodé ont coûté près de 375 millions d'euros en 2023. Cet avocat spécialisé dans le droit bancaire défend plusieurs dizaines de clients victimes d'arnaques. Des particuliers souvent honteux d'être tombés dans le piège et qui doivent être accompagnés face à des banques de plus en plus frileuses. Ce à quoi il faut faire très attention pour les victimes, c'est dès qu'elles ont subi une escroquerie, qu'elles voient qu'elles ont fait l'objet d'une escroquerie, c'est immédiatement d'appeler un conseil, que ce soit une association de consommateurs ou un avocat. Pourquoi ? Parce que chaque phrase ou chaque mot qui sera utilisé par le client pourra se retourner contre lui et être utilisé par la banque. Car la charge de la preuve de la négligence grave, c'est à la banque de le rapporter. Pour se prémunir de ces attaques, ne jamais donner de code, d'identifiant et ne valider aucune opération dont on n'est pas à l'origine. Le meilleur conseil à donner sur cette escroquerie en particulier, c'est quand on reçoit un appel de sa banque, c'est de raccrocher et de rappeler sa banque. Puisqu'effectivement, à partir du moment où on sait que les escrocs peuvent faire apparaître le numéro de sa banque, finalement, tout appel reçu peut être une escroquerie. Et ceci est valable tant pour les banques, mais que pour n'importe quel appel reçu, finalement, aujourd'hui, d'établissements ou d'organismes même publics. Depuis octobre dernier, les opérateurs téléphoniques ont l'obligation de couper les appels non authentifiés, une mesure facilement contournable pour les escrocs qui peuvent aussi passer par les réseaux sociaux. Alors Jérôme Notin, on se moquait, enfin certains se moquent de Anne, mais pour dire que tout le monde se fait avoir, Dominique Strauss-Kahn, tout ancien président, directeur général du FMI, lui aussi s'est fait avoir par cette escroquerie de spoofing. Hein. C'est ce que les médias relatent. Moi, je ne sais pas exactement si c'est vrai. J'ai évoqué quelques chiffres tout à l'heure de visites sur notre plateforme sur le sujet donc, des escroqueries sentimentales. On a 3, 4 fois, 5 fois plus de gens qui au quotidien, là aussi, donc 300, 400, 500, qui vont venir chercher de l'information sur cette arnaque aux faux conseillers bancaires. On publie tous les ans un rapport d'activité avec un état de la menace. En 2023, nous avions fait de la fraude aux faux conseillers bancaires le sujet majeur, le point mis en exergue justement par rapport à l'évolution de la menace en général. Donc, et en 2024, c'était plus 75% des mémoires par rapport à 2022 et ça a perduré en 2024. Et juste pour terminer très rapidement, vous avez très certainement suivi, il y a eu beaucoup de fuites de données en début d'année et fin d'année dernière, lesquelles données... Alors fuite de données, ça veut dire que des escrocs récupèrent quoi ? Le nom de ma banque, de mon conseiller, mon numéro de carte, qu'est-ce qui leur manque ? Juste le code de ma carte bleue quoi. Alors, la fuite de données va permettre de récupérer votre nom et votre numéro de téléphone. Ensuite, vous allez recevoir un SMS. Ouais. Monsieur Untel, vous êtes, votre colis ne rentre pas ou votre véhicule a une amende. Et donc, cliquez ici. Là, c'est la deuxième étape où là, vous allez saisir votre numéro de carte. D'accord ? Et donc là, vous enrichissez les bases de données des cybercriminels. Et ensuite, avec le numéro de carte, il y a un algorithme qui permet de savoir quelle est la banque émettrice. Je vois la Société Générale à l'écran, donc je vais citer la Société Générale. Donc si c'est le numéro 4957, il n'y a pas encore le code. Et c'est là où ensuite on va rentrer dans l'arnaque aux faux conseillers bancaires. C'est donc là vous êtes appelé effectivement, comme on l'a dit dans le reportage, on se fait passer pour votre banque. Parfois on affiche le numéro de téléphone puisque le protocole de signalisation n'est pas fait pour être sécurisé. Ça évolue un petit peu, mais voilà, ça c'est encore aujourd'hui facile de le faire. Et c'est là où encore
par ingénierie sociale, comme sur la fraude, l'escroquerie sentimentale qu'on a vu tout à l'heure, qu'on va vous faire des manipulations et en fait vous donner les codes. Et ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que il commence aujourd'hui très fréquemment l'entretien, le conseiller bancaire, en disant mais vous avez dû certainement recevoir un SMS il y a quelques jours ou quelques semaines sur lequel vous avez cliqué, et c'est comme ça qu'ils sont en train de vous arnaquer à cause de ça. Sauf que c'est évidemment l'arnaqueur qui dit ça à la victime. Et la victime dit, ben oui, effectivement, c'était une arnaque, mince. Et donc la confiance est très rapidement acquise. Ils font croire que c'est le grand classique, que c'est une aide. Hein. Mais pourtant, Audrey Goutard, on le sait qu'il ne faut pas donner son code, etc., qu'il ne faut pas dire les 4 chiffres de son code. Alors, il faut savoir que ces arnaqueurs, ils tentent 1000 coups et il y en a 3 qui marchent. Vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde ne tombe pas dans le panneau, évidemment, mais néanmoins, effectivement, les gens n'ont toujours pas compris qu'il ne faut pas donner son code. C'est le code, le dernier truc à retenir, c'est ne pas donner son code secret, ne pas... Mais il y a des techniques, ne me le dites pas. Mais saisissez-le, voilà. Ou saisissez-le pour annuler une transaction frauduleuse. Voilà, on ne donne pas son code et comme le disait très justement l'avocat dans le sujet, on ne répond pas à un conseiller bancaire qui se présente même au nom de sa propre banque. Mais il faut savoir qu'en fait... Et quand on reçoit un email, pareil... Et quand on reçoit un email, on ne suit pas le lien. On ne clique pas sur le lien parce que sinon... Si on reçoit votre courrier ou votre colis n'est pas arrivé, comment on fait alors ? Votre colis n'est pas arrivé, vous recevez, si vous recevez votre colis n'est pas arrivé, soit vraiment vous attendez un colis Amazon dans les 2 jours, enfin c'était prévu, vous avez passé une commande, etc. Mais si vous n'avez pas passé de commande et vous dites tiens c'est quoi ce truc, etc. Clique, non, il ne faut pas faire ça. Il faut aller sur le site et ne pas répondre à l'email. Et ne pas répondre à un email quand vous n'avez pas passé concrètement une commande. On ne le fait pas par curiosité. Mais bien sûr qu'il va falloir faire attention à des choses comme ça. Ça nous paraît complètement insensé, mais c'est vrai qu'il faut savoir, comme vous le dites, comme c'était dit dans le sujet, ils ont toutes vos informations. Moi, j'avais interviewé une directrice financière de banque qui avait été harponnée de cette façon-là. Alors elle a fait perdre à sa banque 1 million d'euros, mais elle avait été harponnée de cette façon. Une directrice de banque qui se fait avoir. Oui, c'est ça. Alors donc, vous voyez, c'est le pompon quand même. C'est le cordonnier, là, mal chaussé. C'était une femme, je peux vous assurer, je l'ai rencontrée, je l'ai interviewée, une femme extrêmement sensée, directrice financière dans une banque parisienne, une banque d'affaires extrêmement connue. Un type l'appelle avec le numéro de la banque, c'est pour vous montrer les techniques et les possibilités techniques qu'ils ont, là, avec le numéro interne de la banque, en disant je suis le président de la banque. Donc avec la voix transformée, j'ai entendu les bandes audio, c'est la même voix que le vrai président. La voix transformée en disant écoutez voilà, je suis le président, etc. de la banque, je suis actuellement avec les services de renseignement français, nous avons une opération extrêmement secrète. Là aussi, technique de l'escroc, isoler la victime, n'en parler à personne. Vous êtes une personne de confiance dans la société, je vous connais. Et donc, il avait toutes les informations sur la directrice financière. Elle me disait, mais seul mon patron pouvait savoir tout ça. Et donc, il l'a embobinée, tant et si bien qu'elle a pris une valise, elle a vidé 1 million dans la valise de la banque, considérant qu'elle agissait pour la France. Elle a été dans les toilettes d'un restaurant à côté. On lui avait donné rendez-vous. Parce que c'était la DGSE, les services secrets. Elle a posé la valise, elle a attendu dans la cabine à côté, elle a entendu les agents de la DGSE récupérer la valise, et puis plus rien. C'est un truc de film, là. C'est un truc de film. Et c'est pour vous dire, et j'avais interviewé l'escroc aussi d'ailleurs. Oui, qui est un escroc israélien extrêmement connu, etc. Et qui finalement, ça s'appelle l'arnaque au président. Mais ce sont il s'est fait prendre, mais non, il n'a jamais été. Il s'est fait prendre à peine. Ses complices ont été pris. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les mêmes techniques, que ça soit un petit couple de retraités ou que ce soit la directrice financière d'une banque. Toujours les mêmes techniques. On met en confiance, on isole et on explique qu'effectivement, on est une personne exceptionnelle qui va vivre un moment exceptionnel. Ou alors, on fait appel à la cupidité des gens, que vous allez gagner beaucoup d'argent, etc. Alors que les autres ne gagneront pas cet argent. En fait, c'est toujours la même méthode. Et c'est vrai qu'il faut avoir cela en tête parce que ces techniques-là vont être de plus en plus répandues grâce à l'intelligence artificielle, grâce effectivement aux moyens qu'utilisent les escrocs, qu'utilisent les escrocs pour multiplier le nombre de victimes. Alors, maître Emma Leotti, quand même, jusqu'où peut-on dire je suis une victime, je me suis fait avoir, si je perds ma carte bleue,
avec que je mets mon code sur un post-it sur la carte bleue quand même. Alors là, ça engage votre responsabilité. C'est une négligence grave. Le problème, c'est que dans tous ces sujets, j'ai des dossiers à mon cabinet qui sont des personnes âgées qui vont aller ou des jeunes actifs qui vont remettre leur carte, qui vont faire opposition au préalable à leur carte, qui remettent leur carte et qui se font quand même arnaquer. Et leur carte, ils arrivent à la désactiver. Ils ont, les escrocs, accès à tout un panel d'informations, votre numéro de compte, vos habitudes, par exemple. Moi, j'ai une dame la semaine dernière qui me disait « mais ils savaient que je faisais un virement tous les mois à ma grande-tante ». Ils savaient, ils ont accès à certaines informations. Et je lui ai dit, mais comment ils ont fait ? Elle m'a dit, je n'en ai jamais parlé. Ils m'ont mise en confiance. Donc la loi, elle est très simple. Elle dit que toute opération non autorisée doit être remboursée dans un délai de 13 mois. Grand 1. Grand 2, si le consommateur commet une négligence grave, je donne mes codes de carte bancaire, ça évidemment c'est une négligence grave, ça vous ne pouvez pas obtenir un remboursement par votre banque. Grand 3, néanmoins, et là c'est une évolution incroyable de la Cour de cassation, qui vient nous dire en octobre dernier, en octobre 2024, si j'ai été appelée par un faux conseiller bancaire ou que la personne par exemple arrive chez moi pour me prendre ma carte bancaire et se fait passer pour mon téléconseiller bancaire, et que je lui donne mon instrument de paiement ou que je fais des virements, parce qu'on me demande de faire des virements d'abord pour les annuler, parce que souvent c'est ça au téléphone, et bien dans ces cas-là, ce n'est pas une négligence grave. Et ce que nous dit entre les lignes la Cour de cassation, c'est qu'en réalité, c'est le fait d'avoir un laps de temps très court, de ne pas pouvoir se retourner. C'est pas comme les fraudes au président, c'est un peu différent parce que sur les fraudes au président, parfois c'est un envoi de mail. Alors ça peut être au téléphone, mais ça peut être aussi un envoi de mail. Et là, quand on a un mail, on a plus de temps pour réfléchir. Là, au téléphone, c'est bonjour Madame Michu, j'arrive dans une heure. Voilà, bloquez tout de suite. Ils leur disent bloquez tout de suite votre carte de crédit. On arrive. Vous êtes en train de vous faire siphonner vos comptes parce que c'est très clairement ça. Donc là, je suis victime. Et je suis victime. Et donc je dois me faire rembourser. Et je dois me faire rembourser, impérativement. Alors, des arnaques de plus en plus nombreuses et qui passent désormais systématiquement par le smartphone. À Seine-Port, du coup, c'est en Seine-et-Marne, le maire juge ces téléphones portables trop intrusifs et dangereux pour la santé. Il a d'ailleurs tenté d'interdire leur utilisation dans les rues de la ville, une décision loin d'avoir convaincu tous les administrés. Vous allez le voir dans ce reportage de Nicolas Bidard, Stéphane Lopez et Benoît Thébault. C'était il y a quelques mois, une initiative peu banale. À Seine-Port, en Seine-et-Marne, le maire a fait passer un arrêté pour limiter l'usage des téléphones portables. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne initiative. On est addict au téléphone. Voilà. Et vous-même, vous reconnaissez que on est tous addicts. Voilà. Interdit le smartphone en marchant dans la rue, devant les écoles ou encore dans les commerces. Ça, c'est pour afficher, pour que les gens se rappellent qu'ici, dans un commerce, on peut se parler, quoi, plutôt que de téléphoner. Tu la mettras où tu penses que c'est par rapport à ta très belle boutique. Faut pas l'abîmer, comme tu le sens. Mais difficile de se déconnecter. Aujourd'hui, si vous ne savez pas vous servir d'Internet, vous ne pouvez même pas déclarer vos impôts, entre guillemets. Donc, il y a aussi quelque chose qui nous pousse à aller vers les écrans dans plein de domaines. Et celui qui n'a pas forcément envie d'être dans les écrans se retrouve un peu, malheureusement, isolé. Nous avons voulu simplement alerter, concourir, aller plus vite en disant il y a urgence. Donc nous allons le faire à l'échelle de notre commune. Après, j'espère que le relais sera pris au niveau du Parlement et du gouvernement. L'arrêté a finalement été invalidé par la justice en octobre dernier. Elle se débrouille bien, oui. Quelle place laisser aux écrans ? Nawel tente d'instaurer une règle pour sa fille de 13 ans. 1 heure d'écran par jour en semaine, pas toujours respectée. Il n'y a rien là-dessus. Donc là, aujourd'hui, tu l'as utilisé à peu près combien de temps, ton téléphone ? Qu'on sache combien de temps tu peux l'avoir encore un peu ce soir. 4h10. C'est beaucoup. Top. Si on m'arrêtait pas, bien sûr, je serais plus sur mon téléphone. Je pense comme la plupart de mes copines. Oui. C'est difficile aussi, en tant que parent, de leur interdire d'être sur leur téléphone quand nous, on l'est. On check les mails,
on va répondre. Voilà, des fois, après l'heure, on est en famille, on répond quand même. L'exposition aux écrans, un problème de société, une question de santé publique aussi. À l'hôpital Jean Verdier de la PHP à Bondy, le docteur Silvidio Osica accompagne des familles pour les aider à changer leurs habitudes. 1 an que cette maman vient régulièrement. Son fils a des troubles de développement du langage, mais il fait des progrès. Qu'est-ce qu'il fait de nouveau qu'il ne faisait pas du tout? Des petits mots. Il attrape ses chaussures, il peut aller chercher son manteau, me solliciter quand il a faim. Ouais. Quand il a besoin d'aide. Il vous regarde. Moi, il m'a regardé alors qu'il faisait pas ça du tout. Il regardait pas. Il dit coucou, au revoir. Des améliorations notables pour cet enfant de 2 ans, après 6 mois de sevrage. Avant cela, il passait 6 heures par jour devant les écrans. Il a 3 grands frères et sœurs. Donc le temps des devoirs. En fait, je le mettais souvent aux écrans pendant le temps des devoirs et le temps de faire à manger, ranger la maison, pour l'occuper, pour qu'il soit, pour qu'il reste. J'aime pas le dire, mais oui, pour qu'il reste devant la télé, qu'il bouge pas. C'est comme ça, il est calme. Voilà, il est calme, il bouge pas. Mais c'est vrai que, oui, je regrette. Regarder un dessin animé avec son parent, accompagné sur les genoux, en expliquant ce qui se passe, en interaction avec un adulte qui regarde vraiment le dessin animé et ça dure 5-10 minutes, aucun problème. Être sur Skype et regarder sa grand-mère et discuter à l'autre bout du monde, aucun problème. Le problème, c'est qu'on laisse les enfants la plupart du temps avec un dessin animé qui ne s'arrête jamais parce que maintenant c'est 24 heures sur 24 et qui du coup, quand on va l'enlever, l'enfant va pleurer, donc on va être triste, on va être embêté, on va lui retenir et le cercle vicieux s'installe. Et c'est comme ça qu'on arrive à des 6 ou 7 heures d'écran par jour. Les spécialistes conseillent de ne pas exposer un enfant aux écrans avant l'âge de 3 ans. Seulement 13% des parents respecteraient cette recommandation. Sophie Petters, on ne va pas se mentir, on est toujours, tous, tout le temps sur notre téléphone portable. Même, je vais cafeter Audrey Goutard pendant le reportage, vous étiez sur votre téléphone portable. C'est pas gentil. Comment ça s'explique, ça? C'est un doudou. C'est un doudou virtuel. Vous savez, les bébés, ils ont des doudous. Et nous, les adultes, on a trouvé notre doudou, c'est le téléphone portable. Donc, on l'emmène partout avec nous. C'est un objet transitionnel. On transitionne entre nous et le monde. Et c'est bien ça, le sujet, parce que ça crée effectivement une addiction sensorielle. C'est une surstimulation sensorielle. Voilà pourquoi c'est très embêtant pour le cerveau des enfants, pour leur développement. Mais comme on est en permanence surstimulé et qu'on a cet objet qui nous suit partout et qui... j'avoue, pour le coup, il y a aussi ce paradoxe où tout se passe dedans. C'est-à-dire que même sur le plan administratif, du transport, un billet de train, tout est dedans aujourd'hui, le paiement. Donc, le réveil, il fait lampe de poche, ça fait tout. Voilà, mais il y a un aspect quand même cet outil gère quand même nos déplacements, nos interactions, notre information, donc il nous gère quelque part, et il crée cette interaction entre nous et le monde. Donc c'est une transition qui nous permet d'accéder au monde. Et Audrey Goutard, vous reconnaissiez que vous reprochiez à vos enfants d'être toujours sur leur téléphone portable avec le téléphone à la main. Un jour, j'ai réalisé ça, j'avais le téléphone à la main. Mais regardez, pendant le reportage, on vous a filmé. C'est moche. Voilà. Mais j'ai lu une étude tout à fait scientifique de 2022 qui disait qu'on passait 27 ans sur un écran de notre vie. 27 ans, c'est énorme. Alors, on a des chiffres qui nous disent qu'à partir de 2 ans, la moyenne, c'est 3 heures d'écran, inférieure à 2 ans. Entre 8 et 12, 4h45. Et entre 13 et 18, 6h45 d'écran. Et nous, je vous laisse deviner notre nombre d'heures en moyenne. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Gérard, que peut-on faire si l'on soupçonne qu'un proche est victime d'une arnaque de ce type? Donc je pense qu'il s'agit de l'arnaque dont a été victime Anne, l'arnaque sentimentale. Lui parler et surtout ne pas le juger, pas lui dire mais t'es fou, t'es folle, c'est n'importe quoi, réveille-toi, etc. C'est vraiment de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de rentrer émotionnellement en contact avec la victime en lui demandant de vous en parler, qu'est-ce que ça te fait, pour que petit à petit, elle arrive elle-même à la raison. C'est un travail psy finalement à faire avec cette personne, c'est vraiment d'entrer en lien psychiquement avec elle, en coupant complètement son jugement, qu'est-ce que je ferais à la place, pour essayer
de la ramener, justement de la faire sortir de cet aspect émotionnel et de l'entrer dans la raison et qu'elle puisse se dire ah oui non c'est vrai t'as raison ça c'est bizarre. Quand elle va commencer à donner des détails, quand la personne va commencer à donner plein de détails, on va lui dire non mais t'es sûr là quand même parce que là il t'a appelé à telle heure et là tu dois envoyer de l'argent. Mais attends je comprends pas l'avion, enfin les exemples que vous veniez tout à l'heure, de commencer à questionner. Mais tu me dis ça. Tout ce qui vous paraît absurde, questionnez-le parce que ça va permettre à cette personne de se questionner. D'ailleurs, pour poursuivre ce que vous dites, dans l'affaire du faux Brad Pitt, c'est lorsqu'elle voit des photos de Brad Pitt, de vraies photos du vrai Brad Pitt avec sa nouvelle liaison, avec sa nouvelle amoureuse, que tout à coup, ça lui saute aux yeux et que les doutes deviennent réels et effectivement qu'elle se réveille. Qu'est-ce qui doit vous alerter quand vous engagez une conversation sur les réseaux sociaux avec une personne que vous ne connaissez pas et qu'en fait vous êtes pris dans les mailles d'escrocs? Tout est sur cybermalveillance.gouv.fr. Je reviens à la question initiale, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander à la personne d'aller sur cybermalveillance.gouv.fr ou lui envoyer le lien correspondant à l'arnaque. Pourquoi je vous dis ça? Je vous assure que dans mon entourage personnel, il y a quelques mois maintenant, quelqu'un s'inquiétait du comportement du papa de son conjoint. Qui m'expliquait, on était vraiment dans le phénomène dont on parlait tout à l'heure. Je lui ai envoyé le lien, elle a dit mais c'est exactement... Enfin, l'article concernant, et on a un site public, moi je ne gagne pas d'argent avec le trafic sur notre plateforme, mais c'est exactement le mode opératoire. Et quand une victime, elle est victime, même si elle n'avait pas encore versé de l'argent, la tentative fait qu'on est déjà victime. Donc la victime voit effectivement un logo avec une Marianne et qu'on explique le mode opératoire, et ben elle a dit ok, là ce que tu m'expliquais, je comprends effectivement que j'ai été rentré dans cette arnaque. Oui, Maître Léoty. Et dès que vous êtes victime, la première chose à faire, contactez vos proches, bien évidemment, en parler, mais surtout, rapprochez-vous d'une association de consommateurs, saisissez un avocat qui va vous expliquer comment faire, allez déposer plainte sur le site de Thésée. Ensuite, derrière, essayez de saisir un avocat pour que justement il y a une potentielle responsabilité de la banque. Faites le clair et surtout ne restez pas isolés. Vous n'êtes pas seul, ça existe de façon systématique, ça fait des années qu'il y a ces escroqueries et en fait il y a un sentiment de honte et de gêne qui est nourri notamment par toutes ces affaires. Et il ne faut surtout pas rester isolé parce que ça peut provoquer des suicides. Alors, je ne suis pas psychothérapeute ni psychologue. En l'occurrence, Anne est retombée en dépression. Voilà, alors, l'aspect, à mon avis, aussi très important à prendre en compte, en fait, c'est effectivement par rapport à cet isolement, c'est en fait pour... En termes de victimes, parce que là on parlait de ceux qui sont victimes, de comment rentrer en contact avec eux, mais pour la victime elle-même, en fait, de ne jamais réagir à chaud. Vraiment, c'est un principe. À partir du moment où notre cerveau émotionnel est pris dans quelque chose et que vous devez prendre une décision qui soit d'argent ou de contact, un temps d'écart. Mais presque lâchez l'écran, allez faire un tour, vous dites je vous rappelle, merci d'avoir appelé, je vous recontacte, même si c'est par exemple une arnaque bancaire. Donc ça vous prend même 2-3 minutes. Vous mettez l'urgence. Ça vous harponne. Vite. Oui, mais on appelle ça du harponnage. C'est du harponnage. Donc vraiment, et aussi, le deuxième élément qui me semble très important, c'est le connais-toi toi-même. C'est se connaître suffisamment un peu dans ses failles. Si en ce moment, voilà, on sait qu'on traverse une période de blues, de difficultés professionnelles, de difficultés sentimentales, bien savoir qu'on est vulnérable. C'est comme on sort dehors et qu'on est grippé, on se couvre bien. Quand on n'est pas bien dans sa vie, à un moment donné, on se protège, on met les protections nécessaires. Audrey Goutard, question de Jean-Pierre dans la Loire. Qui se cache derrière toutes ces arnaques? Plutôt des mafias ou de simples petits hackers? Non, vraiment des mafias, parce qu'il faut tenter beaucoup pour obtenir peu de la part des escrocs. Donc il faut beaucoup d'escrocs. Donc c'est des espèces de centres d'appel. C'est des centres d'appel, etc. Pour 1000 tentés, il y en a très peu. Et souvent basés à l'étranger. Pardon. Jérôme Notin. Pour preuve, c'est qu'en France, on a des juridictions nationales de lutte contre le crime organisé. Il y en a 3. Il y en a une au parquet de Paris, il y en a une qui est sur le crime classique, une sur le crime financier, et la troisième, avec des gens extraordinaires, ils sont très peu nombreux, ils font un travail fabuleux sur la cybersécurité. Vous avez des magistrats spécialisés en France qui ont une compétence concurrente nationale, mais vous voyez qu'il n'y en a pas sur beaucoup d'autres domaines. Donc pour dire que les pouvoirs publics, je me permets de parler en leur nom là en l'occurrence, ont bien compris que c'était des mafias très organisées qui peuvent générer des milliards d'argent. Qui peuvent être installés en France aussi bien? Qui sont très souvent installés en France. On a souvent le mythe des pirates qui sont à l'étranger. Non, on a beaucoup de gens qui opèrent depuis la France.
Dans de beaux hôtels. Dans de beaux hôtels. Et je dis ça parce que je crois que DSK, en l'occurrence, ils opéraient pas depuis des hôtels parisiens, non ? A priori, les auteurs, effectivement, étaient dans des beaux hôtels luxueux parisiens, oui. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces arnaques qui pullulent sur Internet et dont il faut apprendre à se protéger. Tout de suite, c'est l'hebdo avec Aurélie Casse. Bonsoir Aurélie, au programme ce soir. Bonsoir Axel. Dans un instant, dans C'est l'hebdo, Bernard Kouchner réagit pour la première fois aux accusations de violences sexuelles et de viol contre l'abbé Pierre. Il était son compagnon de route dans les années 90. Se sent-il trahi ? On lui posera la question. Autre sujet important, l'alerte à la grippe et les décès qui sont en forte hausse. Et puis Pierre Palmade sera-t-il bientôt libre ? Il y a eu un incident cette semaine dans sa cellule. On en parle dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. Bonne soirée sur France 5.